Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille Simona Nekula, secrétaire générale du Centre régional francophone d'études avancées en sciences sociales, le CEREFREA, de l'Université de Bucarest. Simona Nekula est également chercheuse au sein de ce même centre. Par ailleurs, elle enseigne à la faculté de sciences politiques sur l'égalité des chances et l'éducation, ou encore l'éthique et l'écriture académique. Et ce n'est pas tout. Simona Nekula enseigne aussi le français à la faculté de langue et littérature étrangère où elle travaille parallèlement sur un projet de recherche sur les discriminations systémiques. Enfin, je terminerai cette petite présentation en mentionnant parmi vos nombreux diplômes votre doctorat, Simona, en histoire et civilisation de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Simona Nekula, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour votre invitation. Avec grand plaisir, merci d'être au studio avec nous. Alors, avant de traiter de sujets liés à votre expertise, je dirais plutôt vos expertises, présentez-nous un petit peu les activités de CEREFREA. Comme vous l'avez dit, le CEREFREA Villanoël est un centre de recherche francophone qui se propose et fait cela depuis 10 ans déjà, de renforcer la recherche francophone de haut niveau en sciences humaines et sociales à travers des projets de recherche et en formant des étudiants à l'école doctorale francophone du CEREFREA et en travaillant avec des chercheurs associés du CEREFREA sur plusieurs domaines. On organise annuellement beaucoup de colloques internationaux, des manifestations scientifiques pour les jeunes spécialistes en sciences humaines et sociales. Et vous dépendez de l'Université de l'Université de Bucarest. C'est un centre qui dépend entièrement de l'université. Le centre a été fondé par l'Université de Bucarest, l'ambassade de France en Roumanie, le New Europe College de Bucarest et la nouvelle université bulgare de Sofia. Voilà. Ça, c'était il y a 10 ans. C'était en 2012. Le projet du CEREFREA a été couronné, a remporté le prix LUID de l'Institut de France, 750 000 € pour rénover la Villa Noël, qui était le service de coopération de l'ambassade de France avant, pour rénover la Villa Noël et la doter. Qui se trouve où? Qui se trouve vis-à-vis du musée Zambakhtian, dans un quartier résidentiel tout près de Piazza Dorobanti, le métro Aviatori ou Piazza Victoriei. 5 minutes à pied. Voilà. Et aujourd'hui, c'est l'Université de Bucarest qui chapeaute entièrement le centre. C'est ça. D'accord. Alors, comme je disais, vos domaines de recherche concernent notamment les droits des minorités, des femmes, des migrants, des personnes handicapées. Alors, j'aimerais précisément parler un peu du rapport à l'égalité en Roumanie. On en a un petit peu discuté en préparant cette émission. Ma question est la suivante. Peut-on dire que l'histoire récente du pays, je pense évidemment à la période la plus dure du régime communiste, et c'est l'histoire récente, hein, les historiens s'accorderaient pour dire qu'il s'agit d'histoire récente. Est-ce que cette période-là a d'une certaine façon atrophié le développement d'une société civile qui pourrait être parfois plus solidaire, plus égalitaire? Bon, on parle d'égalité entre les femmes et les hommes depuis longtemps. Ok, Première, Deuxième Guerre mondiale, des associations de femmes. Mais c'est vrai, la période communiste a un peu changé notre mentalité sur l'égalité. Okay, on avait de façon générale, oui. De façon générale, on avait une égalité artificiellement créée par le Parti communiste. Voilà. On avait, pour ne donner qu'un exemple, 32% représentation politique des femmes, ce qui n'était pas du tout vrai.
Voilà. Et après la chute de Ceausescu, la société civile a commencé à se construire difficilement. Et comme dans la recherche d'ailleurs en Roumanie, avec des financements de l'extérieur. Voilà. Et avec des influences La diverses. recherche sur les sciences sociales. Sur les sciences sociales. Notamment. Ouais. OK. Et avec des influences diverses, on pourrait dire. Donc, à mon avis, personnellement, pour moi, ce n'est pas une recomposition nationale. Voilà. Et si on parle de, je sais pas, Quand vous dites que ce n'est pas une recomposition nationale, c'est-à-dire qu'il y a eu ces influences de l'étranger ont énormément joué bien sûr. Pour améliorer ce rapport à l'égalité. Avec l'adhésion à l'Union européenne, on a dû implanter certaines lois, changer les choses, avoir une représentation politique des femmes dans le Parlement européen. Après l'adhésion, on baisse. Maintenant, on est vers 21% ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que je disais, je pense qu'on délègue, non? Non, délégitimise les revendications d'égalité sociale à cause du fait qu'on les associe avec la gauche. Voilà. Avec le communisme, oui. Avec le communisme, avec la gauche. Et c'est quelque chose qu'on veut oublier. Et voilà. Ouais. Et donc, il n'y a pas de part des choses. Et on associe les revendications de la société civile au sujet des droits humains avec la gauche. Voilà. On peut parler d'une société civile solidaire, mais pour d'autres thématiques. Voilà. On a eu Roșia Montană, donc la thématique de l'environnement, ou, je sais pas, les protestations anticorruption. Il y a eu des milliers de gens dans la rue. Donc, on peut parler de société civile solidaire pour ce genre de thématiques liées avec la droite. Mais quand il s'agit de thématiques d'égalité entre les individus, là, ça bloque. Il y a quelque chose qui reste... qui n'est pas vraiment légitime pour les gens. Et vous enseignez, est-ce que vous sentez que chez les jeunes Roumains, il y a ceux qui ont peu vécu le régime de Ceausescu, est-ce que vous sentez chez eux, ou pas du tout, vécu le régime de Ceausescu, une autre façon de voir les choses? Est-ce qu'ils arrivent précisément à faire abstraction de cette façon de voir l'égalité entre individus nécessairement liée au communisme passé? Une partie d'entre eux ne savent pas beaucoup de choses sur les droits humains d'avant la chute de Ceausescu. Voilà, et ils veulent, on sent qu'ils veulent connaître un peu plus sur ces sujets, sur l'histoire des femmes, sur ce qui s'est passé, sur les lois contre l'avortement. Et on a eu dernièrement à la faculté de langue étrangère, en partenariat avec la faculté de sciences politiques, un événement sur les discriminations systémiques des femmes en Roumanie, perspective intersectionnelle. Et il y a eu beaucoup de jeunes qui ont dit, bon, on veut nous aussi faire quelque chose, on veut aider. On veut travailler dans des ONG parce qu'on ne connaît pas trop. On sait que c'est pas... Il y a une vraie ouverture, donc il y a plus ce biais-là, en fait. On sent, par exemple, le harcèlement dans la rue, mais on ne sait pas par où entrer pour comprendre mieux les choses. On va en parler précisément, oui. Voilà. On va en parler de ça, parce que vous êtes également, ce que je n'ai pas mentionné dans l'introduction, c'est que vous êtes présidente du centre Philéa, qui est un centre, vous allez c'est un centre féministe qui lutte à but non lucratif. Depuis quand vous êtes présidente de ce centre? Depuis 3 ans déjà, mais je suis volontaire du centre Philéa depuis 2011. Bon, en fait, au moment où je suis partie en France pour faire mon doctorat en co-tutelle,
J'ai vu des protestations dans la rue en France et je me suis rendu compte que je vois pas trop ces choses-là en Roumanie. Et j'ai cherché sur l'internet, j'ai contacté le centre Filia en disant je veux faire quelque chose, être volontaire, et je suis volontaire depuis 10 ans déjà au centre Filia. Et parce qu'on parlait d'égalité pour dire qu'on n'est pas encore là. Ouais. Je vous donnerai seulement, pour ne pas parler de statistiques, mais seulement trois informations. On est, par exemple, sur la 2e place au niveau des mères adolescentes en Europe. Voilà, et je pense que pour les traits des êtres humains, on est sur la 1re place dernièrement. Pour le gender gap, on est sur l'avant-dernière place en Europe, après, je pense, après la Grèce, si je ne me trompe. On pourrait parler de violence contre les femmes, de violence de genre. On occupe les premières places. Voilà, on est on occupe les premières places en Europe. Donc, on a une société civile qui lutte contre les discriminations pour les droits humains, mais qui, pour cette partie, n'a pas de force. Peut-être c'est trop pessimiste, mais je pense que c'est comme ça. Voilà. Et d'un autre côté, on voit qu'il y a des femmes leaders en Roumanie, que ce soit dans le secteur privé. Il y a eu une femme qui a été Premier ministre récemment. Mais pour vous, ça c'est une image qui fausse les réalités au quotidien de la vie des Roumaines. On avance. On avance, mais on avance difficilement. C'est vrai qu'on a des femmes leaders, mais si on regarde les statistiques, les chiffres, on voit par exemple, je vous donne l'exemple du milieu universitaire, on a des femmes directrices de département, on a quelques femmes doyennes, mais pour les recteurs, on a 2 ou 3 femmes. Ouais. Ça, c'est quelque chose, je pense, donc, au niveau des cadres, c'est autre chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans pas mal de pays en Europe de l'Ouest, en France ou c'est ailleurs. Vrai, c'est vrai. Et puis encore une fois, je trouve ce qui est marquant en Roumanie, c'est les différences générationnelles. Vos étudiants ou les jeunes de façon générale, on sent qu'ils ont complètement intégré. Enfin, c'est une question que je me pose. Est-ce que, en tout cas, moi, j'ai la sensation qu'ils ont intégré des notions en termes de développement de la société civile, égalité, solidarité entre les genres, tout à fait, je dirais, sophistiquées et en véritable décalage par rapport aux générations précédentes. Est-ce qu'on peut dire est-ce que vous êtes optimiste quelque part quand vous voyez vos étudiants? Oui, ils ont accès à l'information, premièrement. Ils apprennent des choses, très peu de choses à l'école, mais ils ont l'information. Voilà, ils ont la semaine autrement que moi, j'avais pas. Voilà, et ma génération ou la génération d'avant. Donc, ils ont un peu plus d'informations. Ils voient ce qui se passe ailleurs. Ils veulent faire des études à l'étranger. Maintenant, avec ces derniers changements, la crise sanitaire, la crise géopolitique, on change la façon de faire les choses et ils peuvent faire des études en ligne. Ils peuvent participer à beaucoup d'événements en ligne. Donc, ils ont accès. Prise de conscience. C'est pour ça, je pense que c'est ça le grand changement. Et c'est grâce à ça qu'ils commencent à développer je sais pas, à s'ouvrir vers ce genre de thématiques aussi. Et en fait, à ne plus subir éventuellement une influence parentale par rapport à une façon de vivre, une façon de voir, que ce soit le mariage ou
On parlait de l'homosexualité en préparant cette émission, et vous me citiez le rapport sur les discriminations qui est relativement récent, l'année dernière, Oui, je crois. Qu'est-ce qu'il dit, ce rapport sur les... bon, le rapport du Centre national contre les discriminations dit que si au niveau de la confiance, par exemple, en Roumanie, les gens ne font pas confiance aux homosexuels, 75% des personnes interrogées, et aux Roms, 72%, je pense. Voilà, après, c'est les migrants, et ainsi de suite. Voilà, et pour le discours de la haine, on a toujours le discours, la première raison de discrimination, c'est l'ethnie rome. Après, l'orientation politique et d'autres. Voilà, mais les homosexuels et les roms occupent les premières places. Par contre, je reviens à cette jeunesse roumaine et à vos étudiants. Bon, c'est vrai que ce sont des étudiants qui veulent étudier les sciences sociales, enfin, qui ont une certaine ouverture à la base. Mais personnellement, je ressens une... Alors, c'est une question que je me suis même pas posée, mais il me semble que ces étudiants citadins, ces jeunes que je rencontre à Bucarest ou même ailleurs dans d'autres villes, grandes villes de Roumanie, il me semble, vis-à-vis des Roms ou de l'homosexualité, avoir un comportement qui est très similaire à d'autres Européens de l'Ouest, ou alors je me trompe? Si on parle des jeunes, on peut parler d'une acceptation, mais si on voit les rapports Oui, qui au englobe, niveau national, oui, c'est sûr. Bien sûr, c'est beaucoup plus... c'est difficile de juger s'il y a une vraie acceptation ou pas. Voilà. Alors, ce qui est étonnant, et je vous le disais encore une fois en amont, en préparant cette émission, c'est que quand on vit en Roumanie, enfin, quand on vient de pays où il peut y avoir de la violence physique concrète, hein, dans les rues, en Roumanie, c'est pas le cas. Enfin, personnellement, que ce soit à Bucarest ou ailleurs, où il y a pas l'expression physique de la violence. On l'a vu, par exemple, et d'ailleurs, la Roumanie a été citée en exemple quand il y a eu des grandes manifestations, Piața Victoriei, et pas seulement Piața Victoriei à Bucarest, partout en Roumanie, concernant les lois qui voulaient mettre à mal la lutte contre la corruption. Tout le monde était dans la rue et ça s'est passé tranquillement. Mais comme vous le disiez, le sujet était particulier. Enfin, il s'agissait pas d'égalité entre les individus. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que bon, pas de violence. Et c'est vrai que quand on est étranger en Roumanie, c'est quelque chose qui marque d'une façon plutôt positive. Vous, comment vous l'analysez, cette non-violence, mais qui en fait, enfin, qui existe dans les foyers, c'est clairement, mais qui n'existe pas dans la rue? Bon, peut-être que ça fait partie de l'histoire du pays, de l'expérience d'avant la chute de Ceausescu. Des gens qui avaient peur de s'exprimer. Voilà, peut-être ça fait partie de ça aussi. C'est peut-être lié aux mentalités. En France, les gens ont pu s'exprimer. Voilà, tout le temps, et le font. Ils sont habitués à le faire. Ils sont habitués à le faire en Roumanie. Peut-être. Est-ce que la j'espère que ça ne viendra pas. Ouais. Est-ce que la religion a une part de responsabilité positive dans ça, le fait que plus de 90% de la population est orthodoxe, on pourrait même dire pratiquante, hein. Ça a été les fêtes de Pâques récemment. Enfin, moi, je suis toujours assez épaté de voir comment tous les Roumains agnostiques ou pratiquants fervents se retrouvent pour allumer la petite bougie le samedi soir de la résurrection. Et est-ce que ça, c'est un élément positif, un élément commun, un dénominateur commun qui permet peut-être aussi cette non-violence?
Est-ce que vous l'engloberiez également dans ce... C'est possible. C'est possible. C'est un mélange de... On peut penser à ça aussi. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, ça serait... Ouais. D'accord. Plutôt positif éventuellement. Ouais. Même si l'Église orthodoxe, sur d'autres aspects, pourra être critiquable. Ouais, c'est ça. Simona Nekula, j'aimerais qu'on parle maintenant sur un sujet qui vous tient à cœur, la francophonie, qu'on dit... qui ont dit en recul dans les pays de la région, en Roumanie, dans les pays de la région. Alors vous, quel est votre sentiment par rapport à la francophonie aujourd'hui en Roumanie? Bon, depuis 10 ans, je ne vois pas vraiment un recul, mais je vois le besoin de faire un peu plus d'efforts pour la francophonie, pour valoriser les recherches francophones, pour trouver des financements pour les jeunes francophones, pour les convaincre à faire des études de haut niveau. C'est plus difficile, pas nécessairement parce que l'anglais gagne de place, mais parce que les jeunes ont beaucoup plus d'opportunités, des boulots, En apprenant l'anglais, vous dites ou non, tout simplement, ils ont beaucoup plus d'opportunités qu'avant, donc une partie préfère travailler que de partir, par exemple, à l'étranger avec une bourse de recherche. Donc, on fait beaucoup plus d'efforts pour les attirer vers la recherche francophone. Donc, depuis 10 ans, ce que vous dites, ce qui est positif, c'est qu'il y a un élan général d'efforts, d'investissement pour les jeunes. Il y a de plus en plus de programmes, d'échanges, etc. Il y a beaucoup plus d'échanges, voilà, Erasmus et autres. Et il y a un effort, on doit faire un effort, nous, les enseignants, un effort supplémentaire pour les attirer, mais c'est pas impossible. Voilà. D'accord. Et vous me disiez également que il y a une vraie nostalgie d'une génération un peu plus âgée qui, dans les années 90, ont pu bénéficier de financements importants pour aller étudier à l'étranger. Et qui a un peu cette nostalgie de ça. Oui, je sens ça quand j'écoute les grands professeurs qui sont les magnifiquement spécialistes, francophones, comme notre directeur, Florine Turcan, ou Monsieur Christian Preda, le doyen de la faculté de sciences politiques, ou d'autres ministres spécialistes qui parlent de l'ouverture de la France vers la Roumanie. Dans les années 90, des financements pour des centaines de jeunes qui pouvaient aller ailleurs avec des bourses et étudier en France. Voilà des opportunités qu'ils avaient. Bon, je peux parler moi aussi un tout petit peu avec nostalgie de ma période en 2010, au moment où j'ai pu faire l'école doctorale francophone avec une bourse offerte par l'Agence universitaire de la francophonie, avec une bourse européenne. On avait aussi les projets post-DRU. Donc, j'avais 2 bourses en même temps. Je suis partie en co-tutelle à l'EHESS en 2e année et après en 3e année, j'ai eu une bourse de la part de l'EHESS pour continuer. Voilà, une aide à la mobilité pour continuer à travailler en France, dans les bibliothèques françaises pour écrire ma thèse. Donc, j'ai eu moi aussi beaucoup plus d'opportunités que les jeunes d'aujourd'hui, mais c'est notre tour de faire des efforts pour trouver des solutions pour les jeunes chercheurs. Par exemple, avec ce projet dont je vous parlais avant d'entrer dans l'émission, sur les discriminations systémiques, avec ce projet européen, on aura un doctorant qui travaillera pendant 3 ans sur une thématique de recherche avec un salaire de chercheur. Un doctorant. Voilà, un doctorant, mais il y a aussi il y aura 2 sur la Roumanie, d'autres sur d'autres villes de l'Europe, donc je sais pas, une dizaine
de doctorants payés à travailler sur cette thématique, des jeunes chercheurs de plusieurs domaines, droit, sociologie, En français. anthropologie, littérature, sciences politiques, En qui, français, donc. en français, qui travailleront Mhm. sur cette Mhm. thématique. Nous sommes 8 ou 9 à Bucarest, à l'université de Bucarest, mais on a aussi, dans l'équipe, on a aussi des spécialistes de Cluj. Voilà, donc on essaye nous-mêmes de trouver des financements et de mobiliser les jeunes chercheurs Mhm. pour qu'ils puissent participer à ce genre de recherche et avoir un financement pour leurs études, pour s'ils veulent faire des études supérieures, avancées, pour ne pas avoir besoin de travailler dans un autre domaine qui n'a rien à faire avec les passions pour pouvoir nourrir ces passions-là. Voilà, parce que les étudiants sont obligés dernièrement de travailler pour payer leurs études. Un peu moins qu'en France, mais il y a des étudiants qui travaillent pour pouvoir vivre à Bucarest ou faire des études à l'étranger. Voilà. Toujours sur la francophonie, dans ce même studio, on a reçu il y a quelques semaines Eric Pop, qui est le représentant que vous connaissez de la francophonie pour l'Europe centrale et orientale. Et il nous disait, enfin, on en discutait ensemble et on se disait qu'il y avait dans les valeurs de la francophonie, les valeurs de diversité, multilinguisme, d'égalité. Enfin, c'était des valeurs en fait qui étaient très modernes et tout à fait cruciales et adaptées au monde d'aujourd'hui, qui a toujours plus besoin de intrinsèquement la francophonie en fait porte en elle des valeurs qui sont essentielles. Donc au-delà de la langue du français qui est évidemment utile à beaucoup d'égards parce il est parlé dans plusieurs pays. Mais il y a aussi ces valeurs-là que porte la langue. Est-ce que les jeunes, les Roumains en général, ont conscience de ça, que la francophonie, c'est pas simplement une langue? Je pense que ceux qui sont à S'intéresse? l'université s'intéressent et qui sont passionnés par la langue, par la civilisation, au moins française, eux, ils ont conscience de ça. Mais pour le reste, Le reste, ouais, je ne sais ce pas. sont des choses, ouais, ouais, ouais. Et est-ce que vous sentez aussi chez vos étudiants, parce qu'en France, il y a eu dernièrement pas mal d'articles, d'émissions qui parlaient de ces jeunes, notamment qui sortent des grandes écoles et qui ont une vision de la vie assez différente des générations précédentes, en ce sens que s'ils travaillent pour un grand groupe privé ou une institution, quelle qu'elle soit, ils veulent que leur travail fasse sens. C'est-à-dire, par exemple, qu'il y ait au sein de cette société une véritable éthique vis-à-vis de l'environnement. Et c'est vrai que dans les grands groupes, les politiques de responsabilité sociale sont toujours plus importantes. Donc il y a une espèce d'affirmation pour une vie une vie professionnelle qui fasse sens, qui ne soit pas nécessairement toujours liée au salaire. Enfin, évidemment, il faut bien gagner sa vie, mais vraiment et donc ces étudiants de grandes écoles qui éventuellement rejetaient des emplois très bien payés parce que c'était simplement faire de l'argent et ça ne les intéressait plus trop. Est-ce que vous ressentez peut-être les prémices de ça en Roumanie? Est-ce que vous sentez une jeunesse qui aussi veut faire sens? Ou alors, bon, l'important c'est voilà, c'est gagner de l'argent et puis c'est tout? Bon, je pense qu'ils sont beaucoup plus pragmatiques que nous. Ils ont accès à beaucoup plus d'opportunités, c'est normal. Mmh. Voilà, mais ils sont aussi intéressés par le monde social qui les abrite. Ils sont plus ouverts parce qu'ils ont la possibilité d'être plus ouverts Mmh. que nous avant. Voilà.
Donc, je pense Vous êtes optimiste, hein, bon, pour, il le faut, hein. En tant que président d'une association ouais, féministe, il le faut ouais, être, il faut être optimiste. Mais je dis tout le temps à mes étudiants, voilà, vous avez beaucoup plus d'expérience que moi en première année à la faculté. mhm, Vous avez déjà nourri votre CV, vous avez participé, vous avez fait des stages, vous avez voyagé ailleurs, vous voulez nourrir vos passions. La première chose, le premier cours à n'importe quelle faculté, c'est sur leur passion, mhm, sur ce qu'ils veulent faire, parce que si on travaille par exemple sur l'écriture académique, je veux tenir compte de leurs thématiques, des thématiques qu'ils ont à cœur. Voilà, mhm, on parle de tout ça et je vois qu'ils ont beaucoup de passion et que ça a beaucoup changé. Et après, on parle de ce qu'ils veulent faire. Voilà, comment ils veulent construire leur CV, pourquoi ils sont là. Et je vois que c'est une génération beaucoup plus optimiste. mhm, Voilà, et qui veut changer les choses. mhm. Peut-être j'ai affaire avec un monde, je sais pas, j'ai très peu d'étudiants de la section française qui, je pense qu'ils ont déjà eu accès à plusieurs opportunités avant de venir à la faculté. C'est pour cela que je suis optimiste. J'entends des collègues dans d'autres facultés qui disent que le niveau baisse. Je ne suis pas du même avis. Voilà. Je pense qu'ils sont beaucoup plus ouverts et qu'ils veulent changer le monde social dans lequel ils vivent. Voilà. Très bien, Simona Nicolas, on va terminer sur cet optimisme, hein, que je partage. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous dans cette émission. C'est moi. Chères auditrices, chers auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine. Cet entretien, vous pouvez le retrouver sur le site rfi.ro, également sur la page Facebook de RFI, dès demain ou à partir de la semaine prochaine. Voilà, je vous dis à bientôt, la semaine prochaine, même endroit, même heure, Week-end Placote. Au revoir. Week-end Placote.